L'intelligence artificielle, on en entend parler partout, tout le temps, alors promesse d'un avenir radieux ou menace qui plane sur nous, c'est un peu la question qui est sur toutes les lèvres en ce moment. On va essayer ensemble de dépasser les gros titres pour comprendre ce qui se cache vraiment derrière ces deux lettres IA. Alors, pour y voir plus clair, voici le programme. On va d'abord faire un petit retour en arrière pour voir d'où vient l'IA. Ensuite, on regardera son potentiel pour l'économie. Puis, on attaquera le gros morceau, la question de l'emploi. Mais on verra que le vrai sujet, il est peut-être ailleurs, du côté de nos règles du jeu, nos institutions. Et on terminera sur des pistes concrètes pour construire le futur de l'IA. Allez, c'est parti. Pour bien saisir les débats d'aujourd'hui, un petit détour par le passé, c'est indispensable. Parce que oui, tout ça, ça ne date pas d'hier, hein. Dès 1950, le grand Alan Turing se demandait déjà si une machine pouvait penser. Le nom intelligence artificielle, lui, apparaît en 1956. Mais le vrai tournant, le moment où tout bascule, ce sont les années 90. C'est là qu'on change complètement de méthode, on passe à l'approche statistique. Et c'est ça qui va ouvrir la porte à l'explosion qu'on connaît aujourd'hui avec les IA génératives. Alors, cette approche statistique, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est un changement radical. Avant, pour qu'une machine reconnaisse un chat, on lui donnait des règles. Si ça a des moustaches, quatre pattes et une queue, alors c'est un chat. Ça, c'est l'approche symbolique. La nouvelle méthode, la statistique, c'est complètement différent. On ne donne plus de règles. On montre à la machine des millions de photos de chats. Et à force d'en voir, elle finit par comprendre toute seule, par pure statistique, ce qu'est un chat. C'est exactement comme ça que marche un chat GPT, mais avec des mots à la place des images. Ok, on a compris les bases techniques. Maintenant, la question qui intéresse beaucoup de monde, l'économie. Est-ce que l'IA peut vraiment être ce fameux moteur de croissance qu'on attend depuis si longtemps? Alors tenez-vous bien, regardez ce chiffre, plus 25%. C'est le gain de productivité mesuré en seulement 3 mois sur des employés qui ont eu accès à une IA type ChatGPT. C'est énorme. On n'avait pas vu des bons pareils depuis des décennies. Pour que ce soit concret, ça veut dire que le travail de toute la semaine, il était bouclé dès le jeudi soir. Alors, est-ce que ce miracle va se produire à l'échelle de toute l'économie? Là, c'est le grand débat. C'est un peu le match des poids lourds chez les économistes. D'un côté, il y a les plus prudents, comme Daron Acemoglu, qui nous disent calma, l'impact sera modeste. Et de l'autre, les super optimistes, comme Philippe Aghion, qui voient une révolution aussi grande qu'Internet, capable de booster la croissance pendant des années. La différence entre les deux estimations est juste vertigineuse. Mais là où l'IA change vraiment la donne, son vrai super pouvoir, si on veut, c'est qu'elle n'accélère pas seulement la production de choses qui existent déjà, elle accélère la production d'idées nouvelles. Pensez à un chercheur en médecine qui cherche un nouveau médicament. Avant, il devait tester des molécules une par une. L'IA, elle, peut analyser des millions de combinaisons en un temps record. Elle nous aide à innover, à penser plus vite. Bon, on arrive maintenant au sujet sensible. La question qui angoisse, il faut bien le dire, est-ce que l'IA va nous piquer notre boulot? Pour comprendre ce qui se passe, il faut imaginer une sorte de tir à la corde. D'un côté de la corde, il y a l'effet de substitution. La machine fait des tâches à notre place, donc des emplois sont détruits. C'est la force qui tire vers le bas. Et de l'autre côté, il y a l'effet de productivité. L'IA rend les entreprises plus efficaces, elles vendent plus, elles grandissent, et au final, elles embauchent pour faire de nouvelles choses. Ça, c'est la force qui tire vers le haut. Toute la question, c'est qui va gagner ce tir à la corde? Et alors là, attention, surprise. Les premières études en France sont assez contre-intuitives. Que ce soit avec les robots dans l'industrie ou avec l'IA plus récemment, on observe la même chose. Les entreprises qui adoptent ces technologies ont, en moyenne, créé plus d'emplois que les autres. Pour l'instant, le grand remplacement n'a pas eu lieu. L'effet négatif existe, bien sûr, mais il semble très concentré sur des tâches administratives très répétitives. Donc, si le problème principal ne vient pas de la technologie elle-même, d'où vient le danger? On arrive là au cœur du réacteur. Le vrai défi, ce n'est pas la machine, ce sont nos règles du jeu collectives. Pour comprendre ça, il faut regarder un peu dans le rétroviseur, vers la dernière grande révolution, celle de l'informatique et d'Internet. Au début, la productivité a explosé. Et puis, après 2005, elle a ralenti. Pourquoi? Parce que quelques entreprises, les superstars qu'on connaît tous, les GAFAM, sont devenues tellement énormes, tellement puissantes, qu'elles ont en quelque sorte aspiré tout l'air et empêché de nouveaux concurrents de respirer. Le risque, c'est que ce scénario se répète avec l'IA, et ça nous amène à une idée vraiment fondamentale, parfaitement résumée ici par l'économiste Philippe Aghion. La prospérité, c'est toujours le résultat joint de la technologie et des institutions. Autrement dit, la technologie, c'est le moteur, c'est la puissance. Mais ce sont nos lois, notre système social, nos choix politiques qui tiennent le volant et qui décident de la direction. Très bien, alors si ce sont nos règles qui comptent, comment on fait pour bien les écrire? Comment on s'assure que cette révolution technologique profite à tout le monde? On peut imaginer une stratégie qui repose sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est la concurrence. Il faut s'assurer que le marché reste ouvert pour que des nouveaux champions puissent naître.
Le deuxième, c'est les données, le carburant de l'IA. Et là, il y a un enjeu majeur, notamment dans le secteur de la santé, où la France est assise sur une mine d'or de données. Il faut trouver le moyen de les utiliser pour innover, tout en protégeant la vie privée. Troisième pilier, l'éducation. L'idée, ce n'est plus d'apprendre un métier pour la vie, mais d'apprendre à apprendre, à s'adapter en permanence. Et enfin, le quatrième pilier, c'est un modèle social, la flexi-sécurité qui protège les personnes dans leur transition, plutôt que de s'accrocher à des emplois qui, de toute façon, vont se transformer. Et ce dernier point, ce n'est pas un détail. Regardez cette comparaison. C'est saisissant. Au Danemark, qui a ce modèle de flexi-sécurité, perdre son emploi est un accident de parcours. On n'observe pas d'impact sur la santé des gens. Aux États-Unis, où le filet de sécurité est beaucoup plus faible, perdre son travail est une tragédie personnelle qui peut avoir des conséquences dramatiques sur la santé et même sur la mortalité. Face à la même technologie, nos choix de société changent. Au fond, on se rend compte que l'IA, ce n'est qu'un outil. Un outil d'une puissance absolument phénoménale, certes, mais un outil quand même. Et comme tout outil, il peut construire ou il peut détruire. La vraie question, la seule qui vaille, n'est donc pas de savoir s'il faut avoir peur de l'IA. La vraie question, c'est à nous tous qu'elle est posée. Quelle société on a envie de construire avec cet outil? L'avenir n'est pas écrit, il est entre nos